Les frasques de Binto, un roman d'Amadou Koné qui est très riche en émotions et dont il est conseillé aux âmes sensibles de s'abstenir ou de préparer des paquets de mouchoirs. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet, l'histoire. J'ai choisi de la développer autour de trois personnages qui, moi, m'ont le plus intéressé et qui ont constitué le noyau dur de ce que j'ai pu tirer de ce roman. Les trois personnages sont Ebinto, bien sûr, Muriel, une condisciple de classe d'Ebinto, et Monique, une fille de la cour commune dans laquelle vivait Ebinto. Ensuite, en personnage secondaire dont je vais parler, dont j'ai jugé utile de parler, on aura la mère d'Ebinto, sa petite sœur, le père de Monique. Voilà. Et on a aussi l'enseignant, le maître, le professeur, l'un des professeurs, qui va aussi jouer un rôle plutôt intéressant car il va permettre au protagoniste, Ebinto, de s'exprimer. On va pouvoir à travers lui entendre les pensées d'Ebinto, entendre les aspirations de ce dernier. Le décor est ainsi planté. Ebinto est un jeune paysan qui rêve, qui a de grandes ambitions et qui rêve de conquérir le monde, pour ainsi dire. Qui rêve de devenir un homme respecté, puissant, riche, pourquoi pas. Qui rêve de sortir sa mère et sa petite sœur de la misère et de leur offrir un avenir auquel elles n'auraient jamais pu rêver. Tout cela, il rêve de le faire par l'intermédiaire de l'instruction, l'école. En effet, c'est un jeune homme brillant à l'école et il ne ménage pas ses efforts pour amener toujours les meilleures notes, pour avoir toujours les prix d'excellence en tout. C'est vraiment le jeune homme plein de talent, plein d'intelligence et qui a de la volonté à revendre. De l'autre côté, Muriel est une jeune fille d'une classe plutôt aisée dont Ebinto est amoureux et en qui il voit l'espoir, un espoir d'évolution ou de progression sociale, si on pourrait dire ça ainsi. C'est-à-dire qu'il voit en Muriel l'image de la femme à laquelle il aspire, à laquelle l'homme puissant qu'il rêve de devenir aspire. Une femme belle, qui a l'air sûre d'elle, qui a une classe sociale intéressante aussi. Non pas que Ebinto soit un profiteur, mais simplement, il voit en elle l'étoile qu'il rêve d'atteindre. Et durant leur année de troisième au collège, il met tout en œuvre pour lui montrer à quel point il l'aime. Le tableau est planté de ce côté-là. Nous passons à Monique. Monique est une jeune fille, simple, aux souhaits et aux désirs simples, une jeune fille humble qui a grandi sans sa mère et qui est la voisine des Binto dans la cour commune dans laquelle il vit. Ils ont presque grandi ensemble car en effet, lorsque Binto était en classe de 6e, il venait déjà dans cette maison, dans cette cour commune et il jouait déjà avec Monique lorsqu'ils étaient enfants. Puis Ebinto a grandi, Monique aussi. Il l'a retrouvée dans la peau d'une jeune et belle jeune fille, à la beauté simple. De là, ils ont continué et leurs jeux d'enfants se sont mués en balade, en promenade, en rendez-vous au cinéma, en séance de films et en discussions plus enrichissantes.
leurs jeux d'enfants se sont mués peu à peu en amitié entre adolescents. Mais dans l'ombre se tissait patiemment et obstinément le fil, la tresse de l'amour dans le cœur de Monique, sans que Ebinto ne se rende compte de rien. Car de son côté à lui, dans son univers à lui, il y avait Muriel, l'étoile qu'il rêvait d'atteindre, la lune sur laquelle il rêvait de marcher. Durant la fin de l'année de troisième, Ebinto a obtenu son brevet avec brio. C'était évident. Monique, qui suivait ses cours dans une ville éloignée de celle dans laquelle se trouvait Ebinto, était en classe de quatrième à cette époque. Un soir, alors que la porte d'Ebinto était ouverte, Monique entra, le trouva sur sa couchette et la nuit faisant son œuvre, le diable ayant de beaux yeux ce soir-là, ce qui ne devait peut-être pas arriver, ce qui ne devait sans doute pas arriver, arriva. Ils s'étreignirent ce soir-là, et de cette union commença à germer une vie. De l'autre côté, la fin d'année approchant, Ebinto résolut d'avouer la vérité à Muriel sur la nature de ses sentiments. Il l'attira un soir sur une plage et l'embrassa. Ce baiser eut un effet très, très bouleversant sur la jeune fille, mais sans plus. Ensuite, Ebinto lui avoua ses sentiments et elle lui fit pour seule réponse une phrase dans laquelle elle lui expliquait qu'il lui fallait réfléchir et que la période des vacances était propice à cet exercice. Ils se quittèrent sur ces mots. Les grandes vacances arrivèrent et Ebinto dut aller voir sa mère au village. De là-bas, il était très impatient car il attendait la réponse de Muriel. D'une façon ou d'une autre, il avait besoin de savoir si elle allait accepter son amour. Il reçut 2 lettres. La première était une lettre de Muriel et la seconde une lettre de Monique, sa jeune amie de la cour commune. Il ouvrit immédiatement la lettre de Muriel, la lut et y découvrit que non seulement Muriel allait en France pour la poursuite de ses études, étant une fille issue d'une classe aisée, mais en plus, Muriel lui expliqua que elle ne pensait pas être une femme pour lui et qu'il lui fallait quelqu'un d'autre. Tout simplement, elle n'était pas prête à nouer une quelconque relation d'amour, une relation de couple avec lui, pour parler plus simplement. Elle partait. L'amour avec Muriel n'était pas possible. Et Binto, dévasté, entreprit quand même d'ouvrir la lettre de Monique. Dans cette lettre, Monique, avec des mots tout à fait déchirants, et c'est à ce moment que j'ai commencé à verser des larmes, lui explique qu'elle se retrouve à présent enceinte, que son père l'a humiliée et frappée dans la cour commune, qu'elle se retrouve le dos contre le mur et il est évident que l'enfant qu'elle porte
et celui des Binto, né de la nuit fatale. Et dans cette lettre, elle lui demandait non sans gêne ce qu'il lui fallait faire, quelles recommandations il pouvait lui donner dans ces circonstances, en n'omettant pas l'idée ou l'injonction de son père à se marier illico presto avant d'accoucher, car il n'était certainement pas bien vu pour une jeune fille d'être enceinte alors qu'elle n'était pas mariée. Et Binto referma la lettre et il s'ensuivit une lettre qu'il écrivit à son professeur avec lequel il discutait souvent de ses ambitions, de ses rêves d'avenir, ses rêves de grandeur, sa mégalomanie, pour exagérer un peu. Il lui écrivit une longue lettre dans laquelle il lui racontait son dépit d'avoir raté de peu l'amour de Muriel et il lui racontait à quel point il détestait Monique pour l'avoir séduit, pour l'avoir mis dans de telles situations aussi difficiles, aussi compliquées, qui compromettaient son avenir et ses rêves. Il lui disait toute la haine qu'il ressentait pour Monique, d'être celle qui brisait ses rêves, d'être celle qui lui mettait la corde au cou pour qu'il meure, pour qu'il s'étouffe. Ensuite, il raconta toute l'histoire à sa mère et sa mère le mit en face de ses responsabilités et lui dit qu'il était temps qu'il devienne quelqu'un de responsable, qu'il était temps qu'il arrête l'école pour chercher un travail, un métier à exercer avec son simple brevet d'études du premier cycle, qu'il était temps qu'il épouse, qu'il prenne femme et que cette jeune fille méritait d'être restaurée dans sa dignité, d'être respectée. Sa mère lui dit donc, sans concession, de façon irrévocable, qu'il devait épouser la jeune fille Monique et la prendre avec lui, qu'il était temps qu'il s'occupe de la famille. Ce qu'il fit, non sans peine, avec beaucoup de rage, de colère, de haine contre lui-même, de s'être laissé séduire par Monique un soir. De la haine contre Monique à cause de ce qu'elle lui faisait subir. De la haine contre ce monde si injuste. Il voyait son monde s'écrouler et c'était normal qu'il ressente toute cette colère, toute cette rage. Il devint responsable et dit qu'il allait s'occuper de la grossesse de Monique, qu'il allait faire tout ce qui était de sa responsabilité, de ses obligations. Il prit donc Monique pour femme et l'emmena dans une plantation où il trouva du travail en tant que contremaître. Ce n'était certainement pas le métier dont il avait rêvé pour sa vie, un métier qu'il trouvait ingrat. Tout ça, selon lui, c'était la faute de Monique. Et Binto, le cœur des Binto devint noir et dur. Chaque fois qu'il voyait Monique, il voyait ses échecs, il voyait le manque de Muriel. Il le lui reprochait, il la haïssait, il la détestait et il le lui faisait comprendre. Il la trompait dans cet endroit. Il ne lui adressait presque pas la parole et quand il le faisait, c'était si méchamment. Une fois, Monique, endolorie, demanda à voir une sage-femme pour se faire suivre. Il lui répondit si méchamment, de façon si violente, qu'il n'avait pas d'argent pour s'en occuper. Et c'est ainsi que évolua sa grossesse jusqu'à ce qu'elle accouche.
au moment de l'accouchement, elle perdit le bébé. Et même là, Ebinto ne trouva pas le moyen d'être un peu plus gentil, un peu plus compréhensif avec elle. Lorsqu'elle demanda à voir son enfant, il lui dit tout simplement qu'elle ne le verrait jamais, car il était mort. Durant tout ce temps, il traumatisa Monique à tel point que elle ne parvint pas à se relever, de ce qu'il lui avait fait subir. Je pense que c'est à ce moment, que Monique est morte intérieurement avec son enfant. Pour la suite, un jour, Monique est partie de la maison, prétextant faire des courses, et n'est pas revenue. Et Binto a reçu la visite d'un coursier qui lui remit une lettre dans laquelle Monique expliquait tout son dépit, toutes ses souffrances, toutes ses peines, le manque de sa mère, la recherche de l'amour à tout prix, la recherche que quelqu'un l'aime, la volonté, le désir que quelqu'un l'aime et la regarde. Une simple pincée d'amour aurait pu la rendre heureuse. Elle a tant cherché cet amour et a tant cru au fond d'elle qu'Ebinto était cet homme qui lui aurait donné l'amour dont elle avait toujours eu besoin, l'amour que son père n'avait pas pu lui donner. Dans la foulée, Ebinto réussit quand même à retrouver Monique, à la ramener. Il réussit à se repentir intérieurement et à se dire que le moment était arrivé de cesser sa vengeance inutile. Il se rendit compte que tout ce temps durant, il avait essayé de lui faire payer à Monique quelque chose pour laquelle elle n'était pas fautive. Il avait essayé de lui faire payer, en vérité, le lourd tribut d'une erreur qui avait été la leur à tous les deux. Il avait essayé de lui faire porter cette responsabilité à elle toute seule, durant tout ce temps, oubliant quelque part que son avenir à elle aussi avait été compromis par tout ça. Elle aussi avait dû abandonner ses études et se retrouver très vite mère et femme au foyer. Elle ne l'avait peut-être pas voulu ainsi. Elle n'avait peut-être pas envisagé sa vie ainsi. Mais Binto, aveuglé par sa haine, sa rage, son dépit, sa colère, ne voyait que sa partie de l'histoire, ne voyait que son monde à lui, que ses désillusions, que sa douleur. Il y en avait toujours que pour lui. Alors qu'elle aussi avait souffert, elle aussi avait été humiliée, rejetée par son père, dès lors que la grossesse avait été déclarée. Mais Binto n'a jamais tenté de voir les choses de son point de vue à elle. Et elle souffrit ainsi, en silence, toujours en espérant qu'il devienne cet Binto dont elle était tombée amoureuse, qu'il redevienne, dirons-nous, cet Binto dont elle était tombée amoureuse. Mais vu que durant tout ce temps, Binto l'a tellement violentée verbalement, avec toutes ses paroles dures, ses regards assassins, toute cette mauvaise atmosphère, Monique n'était plus du tout réceptive aux attentions des Binto.
aux tentatives de rachat. Et Binto n'a jamais voulu voir ou entrevoir l'avenir différemment. N'a jamais voulu se demander s'il aurait pu être heureux avec Monique durant ce moment où elle était enceinte, où elle avait besoin de lui. Et quand il a tenté de se racheter, il était trop tard, car Monique en était déjà arrivée au point de non-retour. C'est donc un jour où ils allaient rendre visite à la maman des Binto. Ils allaient se ressourcer et essayer de recoller les morceaux d'une relation qui peut-être n'avait jamais commencé, que l'irréparable se produisit. Il y eut un accident de bateau et Monique perdit la vie ce jour-là. C'est à peu près ainsi que s'achève l'œuvre. Cette œuvre si puissante, si émouvante, que je raconte avec beaucoup d'émotion. Parce qu'elle m'a bouleversée et un livre ne m'a jamais autant secouée, remuée. Je n'ai jamais autant été émue par un livre. C'est un chef-d'œuvre, dur, difficile à lire, de par les sujets abordés, mais c'est un chef-d'œuvre de littérature qu'il faut découvrir en le lisant et pas simplement en s'arrêtant sur un résumé. Les mots sont plus poignants, les mots de l'auteur sont plus poignants et racontent mieux l'histoire des Binto et de Monique.